Bonjour Alain Chamfort. Bonjour. On est heureux de vous retrouver avec une antibiographie musicale intime. Pourquoi une antibiographie? Vous avez voulu vous livrer intimement, mais quand même. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs propositions. Vous savez, maintenant, quand on a un petit peu de notoriété, les éditeurs viennent vous essayer de vous convaincre d'écrire votre histoire. Bon, et puis moi, j'avais le sentiment toujours que ça n'intéresserait pas grand monde, pour commencer. Et après, je retenais pas leurs propositions. Puis un jour, c'est un type qui m'a abordé en me proposant une antibiographie. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut? Une antibiographie, voilà, ça m'étonne, ça. Je ne savais pas, donc la curiosité m'a amené à le rencontrer et voir ce qu'il entendait par là. Et finalement, il m'a dit oui, mais ce serait bien, c'est de prendre votre parcours sur le plan de votre itinéraire musical, c'est-à-dire vos influences, pourquoi vous avez fait tel choix. C'est le cas, parce que la musique a toujours accompagné votre vie quelque part. Mais on ne peut pas non plus extraire la musique du contexte dans lequel elle naît et du reste de votre vie. Donc c'est pour ça que par moment, j'étais obligé aussi de parler de ce qui était un petit peu parallèle à la musique. Mais parler de vous, intimement, vous connaissez mal. Une enfance avec une sœur séparée, vivant loin de ses parents à un moment donné, dans une sorte de solitude difficile à vivre. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était un passage qui m'est revenu, évidemment. Je n'avais pas l'impression que c'était un traumatisme profond en moi, mais en ressongeant et en se replongeant dans son passé, on réalise quand même que c'est des moments qui ont été assez déterminants, et notamment celui-ci, parce qu'effectivement, je vivais avec une maman extrêmement enveloppante, présente, très pleine d'amour et très fusionnelle avec moi. Et à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, mes parents nous ont fait aller dans un centre pour enfants fragiles. Vous étiez chétif, un peu asthmatique. J'avais des problèmes respiratoires. Mon père étant lui asthmatique, il pensait que j'allais devenir comme lui, donc ils étaient assez... Votre maman vous manque. Un jour, vous croyez l'avoir arrivée, puis ça n'est pas elle. Vous souffrez finalement sur une enfance. Vous dites quelque part, ça a marqué cette envie que je pouvais avoir de m'effacer. Alors disons que je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réussi, que j'ai profité de la situation, si je veux dire, pour me créer un petit monde à moi, un petit monde imaginaire dans lequel je m'enfermais, je me consolais, puisque j'étais séparé de ma sœur aussi, puisqu'on n'avait pas le droit d'être ensemble. Les garçons et les filles à cette époque-là vivaient pas dans les mêmes établissements et tout. Donc, et puis, comme j'étais un garçon un peu timide et un petit peu effacé, voilà, j'ai commencé à essayer de me consoler en imaginant des choses. Et puis cette place, après, elle a été occupé par la musique. Oui. Voilà, c'est que la musique vient, et alors vous allez monter des groupes avec des copains, des petits groupes comme ça, et le plaisir de jouer avec des instruments presque de récupération, mais c'est le plaisir de jouer. Oui, alors d'abord j'ai quand même pris des cours de musique officiels. Voilà, j'avais Mais ça vous a ennuyé très vite. Ça m'a ennuyé vers l'âge de 12 ans, l'âge où je devais présenter mon concours d'entrée au conservatoire. Je n'ai pas fait ça, mais je me suis plutôt tourné vers la musique populaire, ce que j'entendais à la radio, les disques que j'achetais, la musique de la vie, quoi. Voilà. Ouais. Et donc vous faites ces groupes, vous en faites, et puis vous allez vous retrouver un jour à aller frapper chez Vogue. Oui, parce que grande maison d'édition. Sur les recommandations d'un directeur artistique qui nous avait vus, qui avait assisté à nos petits concerts qu'on donnait à l'époque au Gold Row avec les Mods, avec un petit groupe qu'on avait constitué. Et à la sortie du concert, il nous a tendu sa carte de visite en lui proposant de venir le voir. Ce qu'on a fait avec mon ami batteur, Alain Truffaut, et à la suite de ce rendez-vous, on a convenu d'un contrat discographique. Oui. Vous appelez Alain Legovic. Je m'appelais Alain Legovic. Vous sortez des disques sous ce nom-là. Non, ça s'appelait Les Mods. C'était sous le nom de mon premier groupe, ça. Et voilà, et on s'est retrouvés dans cette maison de disques française, des disques Vogue, où sévissait un autre artiste qui démarrait aussi en même temps que nous. Alors on va entendre l'un de ces artistes Vogue, là, qui chante une des chansons les plus connues, finalement, de son répertoire. Et ça, voilà, évidemment, ça vous rappelle des souvenirs. Ça rappelle surtout cet album-là, qui est évidemment mythique. Qui a suivi Et moi. Sur lequel vous allez donc accompagner Jacques Dutronc. Oui, j'avais fait plusieurs albums. Je fais celui-ci, l'album qui a suivi également. Et surtout, on est parti en tournée après, pendant quelques années. On vous voit d'ailleurs là en photo.
Vous êtes ici, exactement, hein, dans le disque. Donc vous accompagnez Dutronc qui est un excentrique total. Il vous arrive des aventures incroyables. Oui, parce que moi j'avais 17 ans et lui il avait déjà fait son service militaire, donc il était plus aguerri à pas mal de choses. Il m'a initié en quelque sorte à la vie en partant en tournée et en un seul coup, en étant loin de chez mes parents et en étant le plus jeune d'une équipe de gars qui a été assez fantasque, j'allais dire, effectivement. Alors Dutronc, c'était pas mal, parce qu'un jour, il s'achète un guépard. Hein, il met un guépard à la maison, il l'enferme dans sa salle de bain, il lui jette des lapins vivants pour qu'il mange. Pour entretenir son esprit de chasse, oui. C'est ça. À l'époque, quand il l'a acheté, il voulait que j'en achète un également. Vous voyez, je me suis retrouvé à devoir lui refuser ça, parce qu'en plus, il me l'offrait, hein, gentiment, bien sûr. Et vous me voyez revenir chez mes parents avec un guépard. Donc, mais lui, et puis il en a offert à un autre copain qui était avec nous ce jour-là, un photographe, Bernard Leloup, qui lui l'a accepté et il s'est retrouvé avec un guépard également, comme Jacques, vivant en appartement pendant 6 mois. Enfin, après, à la fin, la bête était énorme. Puis alors, vous faites un tour de Lamborghini avec Johnny, 250 à l'heure. Vous découvrez les stars, hein. Oui, parce qu'ils étaient copains à l'époque, Johnny et Jacques. Et voilà, puis nous, on suivait Jacques constamment, il nous emmenait partout, et il a toujours aimé avoir une bande de copains autour de lui, et donc on avait la même vie que lui en quelque sorte, quoi. Il nous emmenait en voyage, en vacances, il nous emmenait dans les boîtes de nuit, faire les séances photos quand il en faisait, les émissions de télé, enfin, donc on connaissait un petit peu, on vivait d'une manière... par personne interposée, une vie d'artiste, quoi. Un peu plus tard, vous allez rencontrer un homme que vous décrivez, profondément solitaire, mais aussi extrêmement autoritaire. Un homme différent de la scène à la ville, c'est Claude François. Alors Claude, c'était une autre étape encore, un autre personnage totalement différent, qui lui m'a proposé de chanter. Donc je suis devenu chanteur sous son impulsion, et c'est lui qui m'a aussi baptisé Chamfort. Alors il prend un dictionnaire derrière lui, il cherche un nom français, il dit Legovic ça le fait pas, il trouve Chamfort, il dit ah mais c'est pas mal, en plus c'est un moraliste. Oui, c'est ça, il me dit ça devrait bien t'aller. Il trouvait surtout que Legovic m'allait pas. C'est plutôt pour cette raison-là qu'il a voulu que je change de nom. Il trouvait que ça avait une consonance bretonne, ce que c'est d'ailleurs, mais que ça pouvait m'éloigner d'un certain public, je ne sais pas. Il avait ses fantasmes, ses idées arrêtées. Alors vous entrez dans l'écurie Flèche, vous dites je deviens sa chose en quelque sorte. Oui, parce qu'on appartenait toujours à Claude. Il choisissait les gens, son entourage, et on était un peu sa possession, quoi. Donc après, ça a demandé quelques années pour trouver un peu mon autonomie et m'émanciper de sa présence qui était à la fois qui a été indispensable pour moi parce que sinon je n'aurais jamais pu commencer à chanter, je n'irais même pas penser, je dirais. Et puis surtout, et puis après trouver ma place et trouver aussi Alors vous chantez des tubes, vous faites 8-45 tours, je crois. Écoutez celui-là par exemple. Parmi les tubes, Claude François, il y a une recette. Hein. Vous dites à l'époque pour faire une chanson, il fallait faire le couplet A, le couplet B, le refrain, le couplet C, le refrain, la passerelle, le refrain, plusieurs refrains et puis la fin. Ça donnait ça par exemple, écoutez. En Italie. Et on arrive au refrain. Le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, c'est l'amour. Alors ça, c'est un des tubes, Flèche, et l'un des succès. La recette, Claude François. Ben oui, c'est-à-dire que Claude était il attendait d'une chanson qu'elle ait du succès, essentiellement. Donc il y avait une volonté d'une mélodie comme ça, assez imparable, d'un tempo aussi qui était un peu dansant, et puis un texte qui touchait les jeunes filles, quoi. Donc on était dans cette logique-là de fabrication, je dirais, de chansons. Qui me convenait bien, d'ailleurs j'étais heureux de le faire, d'apprendre le métier de cette manière-là, et puis surtout un jour de pouvoir s'en éloigner. Oui, quoi. Alors vous dites Claude François, c'est une machine de guerre. C'est le terme que vous employez. Oui, j'ai un peu forcé le trait, mais enfin c'est vrai que c'était quelqu'un qui était d'une détermination sans infernal fin. aussi. Avant les concerts, il hurlait, c'était terrible. Fallait pas qu'il y ait un grain de sable, quoi, dans son organisation, quelque chose il supportait pas l'imprévu, il était très impatient, et c'est vrai que les gens qui étaient dans son environnement proche et qui étaient à son service, je dirais, fallait pas qu'il y ait d'erreur, quoi, sinon ça partait vite, l'insulte ou voilà. Alors il met ses musiciens, mais pas payés à votre disposition, sans les prévenir. Alors évidemment, c'est une catastrophe. Hein. Oui, c'est la première fois. Mais en même temps, c'était mon baptême du feu. Il m'a emmené sans me demander mon avis. Il est cruel.
Oui, et puis je ne peux pas lui en vouloir d'avoir fait ça parce que c'était... je ne l'aurais jamais fait moi-même. Oui. Donc il m'a entraîné dans cette espèce... Il avait une dynamique folle, quoi. C'était un type plein d'énergie. Et il m'a entraîné et un jour il m'a emmené avec lui pendant un de ses concerts et effectivement on s'est retrouvés dans la caravane où il se changeait, il a appelé ses musiciens, il a sorti un électrophone portable, il a mis mon disque dessus, il leur a fait écouter 4 minutes et puis les types devaient retenir tout d'oreille comme ça et après il nous a projetés sur scène et c'était mon premier concert, donc c'était complètement ridicule évidemment, mais en même temps, voilà, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, je me suis retrouvé comme ça sur scène avec des gens qui comprenaient pas qui j'étais. Il vous place à l'Olympia, mais c'est une catastrophe aussi. Oui, mais là c'est pas Olympia, parce que le micro marchait pas, c'était terrible. Hein. Ouais, vous n'avez même pas de micro pour chanter d'ailleurs. Une succession de gags, quoi. Ouais. Mais c'est une vie incroyable, vous accompagnez Claude François dans les tournées, il y a les femmes, vous le dites dans ce livre aussi, les rencontres, bien sûr, c'est une folie. Oui, bien sûr, dans l'environnement de Claude, il y avait beaucoup de jeunes filles, hein, parce qu'il était très admiré, quoi. Donc, et donc c'est dans son environnement que j'ai rencontré ma première compagne, qui est devenue la maman de mes grands-enfants. Oui, elle travaillait dans les bureaux de Claude François. Elle ne travaillait pas, non, elle venait de temps en temps l'aider, elle était étudiante encore à ce moment-là, et elle venait de temps en temps donner un coup de main parce qu'il l'aimait beaucoup, voilà. Mais un jour, vous dites à Claude François, je te quitte, en gros, et on ne quitte pas Claude François. Il n'aime pas, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont fini par le quitter un jour. Hein. D'ailleurs, il a eu souvent des séparations un peu douloureuses parce que beaucoup de femmes l'ont quitté parce que c'était une vie assez insupportable qu'il leur menait. Et moi, je n'étais pas une femme, mais je l'ai quitté aussi. Et ça a pas été, il l'a pas beaucoup apprécié parce que voilà, il était atteint dans son amour-propre. C'était un peu ridicule, mais il était comme ça. Fallait passer. Et moi, je me devais à un moment donné de passer à autre chose, quoi. C'était indispensable. C'est cette époque-là, voilà, on regarde quand même, parce que voilà, c'est vous, là. Hein. Ouais. Hein, c'est Alain Chamfort, c'est Madonna, Adieu bébé chanteur, L'amour en France qu'on a entendu, et puis tant de succès. Je voudrais qu'on entende une autre chanson qui va nous amener à un autre personnage déterminant dans votre carrière. C'est évidemment une chanson qui ne s'appelait pas du tout Manu Manu Reva au départ. Hein. Elle s'appelait... Adieu California. Adieu California. Il y a eu un premier texte proposé par Serge. Donc, par Serge Gainsbourg, donc, Serge Gainsbourg, qui s'appelait Adieu California, que j'ai chanté, mais sans aucune conviction, parce que je pensais que c'était raté. Écoutez ça donnait Manu Manu Reva. Donc ça donnait quoi? Adieu, adieu California, c'est ça? Ça donnait... Je te dis adieu California. Et c'était un tas de rappels, comment dirais-je, d'éléments d'Amérique, quoi, avec Santa Monica, des noms à consonance américaine, comme ça. Et vous l'avez dit à Serge Gainsbourg, donc ça ne me plaît pas. Qui menait nulle part. Enfin voilà, je ne trouvais pas ça intéressant, et donc je n'ai pas cessé de le harceler pour qu'il me propose une autre idée. Et puis un jour, il m'a proposé Manu Reva. Vraiment à l'extrême limite. Vous avez été étonné, parce que c'est quoi ce truc? Effectivement, c'est un navigateur qui est mort, c'est pas très joyeux pour faire un succès dansant. Mais la consonance du mot Manu Reva me semblait correspondre beaucoup mieux, même si on n'avait pas le sens immédiat, la compréhension de ce que ça signifiait, mais en même temps, ça mettait plus la valeur la musique était mise en valeur, ça ne donnait pas contrarier la musique. Ça va être le plus gros succès de votre carrière, Alain Chamfort. Et cette rencontre avec Gainsbourg. Alors, à ce moment-là, vous avez rencontré Lio, la chanteuse, un coup de foudre. Vous avez abandonné femme et enfant pour Lio. Elle est incroyable, Banana Split. Oui, c'était une petite jeune fille qui était extrêmement séduisante et qui ne m'a pas laissé indifférent, ou bien au contraire. Et donc, nous avons été liés pendant quelques années. Et c'est grâce à elle que j'ai après eu la filière belge, parce que Lio est d'origine portugaise, mais elle vivait en Belgique avec ses parents, et notamment elle travaillait déjà avec Jacques Duval, avec Marc Moulin. Une fille, vous dites vraiment, c'est un coup de foudre, elle est incroyable, hein, une énergie folle. Oui, c'était une personnalité, absolue, puis surtout, même déjà très très jeune, elle était extrêmement
pétillante et puis même brillante intellectuellement. Oui. Je ne sentais pas de différence malgré nos 14 ans Oui. Un jour, d'écart. Gainsbourg, vous racontez presque qu'il lui saute dessus. Hein. Il a très envie, Oui, il est devant vous. Hein. On est partis ensemble pour faire cet album et puis il n'était pas insensible au charme de Vanda et il s'est dit, tiens, maintenant qu'on est tous les trois, on travaillait dans une chambre d'hôtel, on essayait de commencer à chanter et tout, il était un peu alcoolisé, il s'est dit qu'il allait tenter sa chance auprès d'elle, il a commencé à l'approcher et tout, et puis elle a senti le piège se refermer, elle l'a rejeté de manière assez très spontanée, d'ailleurs, comme elle était. C'était des titres inoubliables que vous chantez avec Serge Gainsbourg. Et pourtant, vous dites, il me faisait chanter ses propres fantasmes, Bambou, il faisait chanter ses amours, ses problèmes. C'était presque gênant pour vous de chanter ça. C'était pas gênant. J'étais un messager qui faisait son travail le plus correctement possible. Simplement, j'avais besoin de rencontrer le parolier qui fasse parler qui j'étais, et non pas qui m'utilise pour défendre ses propres fantasmes. Et même si j'étais très heureux des chansons que j'ai fait en collaboration avec Serge, il y avait encore un petit manque comme ça où je trouvais que j'étais pas encore... j'avais pas trouvé mon équilibre et où je n'avais pas encore trouvé la manière la plus juste d'exprimer ce que j'étais. Mais c'est Jane qui a dit à Serge, alors je ne veux pas imiter son accent, hein, elle a dû lui dire, il est très beau. Et tu devrais le rencontrer. Oui, elle a appuyé auprès de Serge, elle a influencé, elle est allée de son influence. Parce qu'il aimait les beaux garçons aussi. Ben, ça le troublait, lui se trouvant souffrant d'une laideur, mais je veux dire, ça l'a jamais empêché de séduire les plus jolies femmes, donc tout ça est un peu particulier, parce que finalement, bon, il a souffert de sa laideur quand il était jeune, et quand il trouvait qu'un garçon était beau physiquement, enfin en tout cas, ça le troublait, il avait envie de se mettre un peu à sa place, de voir ce que ça pouvait faire ressentir. Mais vous avez vu naître Gainsbourg, c'est-à-dire aussi l'alcool, aussi tout ça, chez Serge Gainsbourg. Oui, c'est-à-dire quand je l'ai connu, déjà, il fréquentait l'alcool depuis un bon moment. Hein, c'est pas, mais il était toujours sous contrôle, malgré tout. Hein, on arrivait à avoir des phases de travail, des phases d'échange. Et puis, petit à petit, avec le succès qu'il a rencontré, il a dû forcer un petit peu sur les doses pour supporter son succès. Et là, il a mis en place ce personnage de Gainsbourg avec toutes les provocations qui ont suivi. Et c'est vrai qu'on s'est perdu à ce moment-là parce que j'avais... Vous dites que c'est un trafiquant d'âme. Oui, enfin, c'est des formules. Hein. Quand on écrit un livre, on essaie de trouver des formules, bien sûr. Mais c'est vrai que, il m'utilisait en quelque sorte pour faire passer, mais comme aussi, je ne sais pas, Michel Berger, elle a fait auprès de France Gall pour communiquer ses propres lettres auprès de Véronique Sanson. Bon, il y a toujours... celui qui écrit les textes des chansons... exprime ce qu'il ressent et il parle à travers son interprète. Ouais. Quoi. Vous avez un chapitre pour Marc Moulin et Jacques Duval que le grand public ne connaît pas forcément, mais qui sont des personnages très importants dans votre carrière. Mais au fond, Alain Chamfort, quand vous regardez toute cette discographie, quand vous regardez tout ça, il y a cet enfant aussi qui se cache derrière, qui a peut-être peur de s'extérioriser. Mais au fond, vous avez été vous-même tout au long de ces années, de ces chansons. L'enfant, il est toujours en moi, hein, il a toujours été là, j'ai jamais réussi à l'oublier, je veux surtout pas d'ailleurs, parce que c'est une part qui permet aussi de rester toujours un peu étonné et d'avoir un peu cette curiosité. En même temps, ce qui m'intéressait aussi dans le fait d'écrire ce livre, c'est que je trouve que j'avais pas du tout la personnalité, les qualités réelles pour faire un métier comme ça un peu, où on fait plutôt appel à des gens qui ont une forme d'extraversion naturelle. Moi, j'étais quelqu'un d'un peu, un peu dans mon coin, un peu retiré, un peu timide, etc. Et que malgré tout, j'ai pu, au hasard des rencontres et des éléments qui sont arrivés dans ma vie, que j'ai saisis, un peu comme des opportunités, comme ça, trouver ma place. Oui. Trouver ma place. Rencontrer l'amour des gens aussi, rencontrer tous ceux qui aiment vos chansons. Et qui aussi, sont bien nombreux. sûr, qui est totalement indispensable aussi, à un moment donné, d'avoir le retour, de se sentir apprécié, etc. Et tout ça fait qu'on arrive à trouver sa place, gagner dans sa propre confiance.
Et voilà, je me suis dit que j'avais pas du tout les atouts, et puis que, malgré tout, j'ai pu finalement faire une carrière qui est la mienne, qui ressemble à personne d'autre, bien sûr, mais avec la place qui est la mienne aussi. Voilà, donc ça permet peut-être à des gens qui n'ont pas forcément, qui se sentent pas des grands vainqueurs au départ, de pouvoir s'appuyer sur des expériences comme ça, sur des exemples comme ça de personnalités qui, petit à petit, se sont trouvées, malgré les handicaps qu'ils pouvaient avoir quand ils étaient jeunes, à faire leur chemin, quoi. Merci Alain Chamfort, ça s'appelle Le Talent aussi quand même. Voici les versions revisitées, hein, quelques-uns des tubes d'Alain Chamfort. Que le plaisir de vous retrouver, de vous voir sur scène bientôt, d'attendre le prochain album. Avec d'abord ce livre donc intime, l'antibiographie musicale. Il y a encore plein d'anecdotes, de souvenirs à l'intérieur. C'est au Cherche Midi où vous vous livrez, Alain Chamfort, et ça fait du bien. Merci. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.